invité bien connu des téléspectateurs de TV Liberté. Il s'agit de Lucien Cerise. Bonjour Lucien Cerise. Bonjour, merci de venir présenter votre nouvel ouvrage « Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN ». Et ça nécessite tout de suite ce titre, deux explications. La première, si j'étais journaliste de la grande presse mainstream, je serais amené à vous faire remarquer que le titre devrait être « Ukraine, la guerre de la Russie », car à l'évidence, c'est bien la Russie qui a envahi l'Ukraine, et pas l'OTAN. Tout dépend de la date à laquelle on fait remonter le conflit. C'est bien pour ça que nous avons effectivement éprouvé le besoin avec mon éditeur de rééditer ce livre, puisqu'il y avait une première édition en 2017, à l'occasion de laquelle vous m'aviez déjà invité. Donc là, on a fait une deuxième édition, donc revue et augmentée, avec donc de nouvelles sources que je vais archiver entre la première édition et la deuxième. Et donc, en fait, je me suis bien rendu compte qu'effectivement, les médias nous entraînaient dans une sorte de réalité virtuelle, de réalité parallèle, en faisant remonter le conflit au 24 février 2022. En fait, le conflit remonte en 2014. Il commence en 2014, à la suite donc d'un putsch, un coup d'État, une révolution, un changement de régime, choisissez le terme qui vous convient, et qui a lancé une guerre civile, puisque deux régions ont désapprouvé ce coup d'État. La Crimée, qui a rejoint la Russie, et le Donbass, région qui est elle-même subdivisée en deux républiques, mais bon, on va dire le Donbass pour aller vite, et qui en fait, donc ces deux régions ont désapprouvé le coup d'État et ont décidé de ne pas suivre la capitale, Kiev. Vous appelez un coup d'État ce qui a été présenté comme une révolution populaire. Les événements de Maïdan, de la place de Maïdan, c'est un soulèvement populaire ukrainien démocratique. Alors, en fait, peu importe qu'on appelle ça un coup d'État ou une révolution, dans les deux cas, c'est un changement de régime. Voilà, là, c'est le terme qui met tout le monde d'accord. En anglais, regime change, et c'est d'ailleurs le terme qui est utilisé, notamment par la CIA, par exemple, pour appeler, pour qualifier les révolutions colorées. C'est-à-dire en fait des révolutions qui, en fait, quand on regarde dans le détail, ne sont pas uniquement des soulèvements spontanés et populaires, mais qui sont aussi tutorés, en quelque sorte, par des puissances étrangères, publiques ou privées, des puissances d'État, ça peut être donc la CIA, ou privées, notamment la fondation de George Soros, Open Society, qui est très active, notamment dans les pays du bloc les anciens pays du bloc soviétique. Lui-même le reconnaissait sur un plateau de télévision en 2014, sur CNN. Il disait, oui, effectivement, ma fondation est présente en Ukraine depuis avant même la chute du communisme, et elle joue un rôle dans les événements actuels, qui n'étaient pas encore achevés au printemps 2014, c'est-à-dire les événements révolutionnaires. Donc en fait, peu importe, il y a une connotation positive pour certaines personnes au terme de révolution, et puis surtout, il y a une connotation, effectivement, de phénomène spontané. Mais effectivement, dès qu'on regarde dans le détail, et c'est pour ça que j'ai éprouvé le besoin de faire cette recherche sur la révolution colorée donc, de 2014, qui n'était pas la première en Ukraine, puisqu'il y avait déjà eu la révolution orange pendant l'hiver 2004-2005. Donc l'Ukraine peut être considérée effectivement comme à l'avant-garde des révolutions colorées qui ont eu lieu aussi en Géorgie. Bref, un petit peu partout. Alors, elles ne sont pas toujours couronnées de succès. En Biélorussie, ça marche pas. Ça ne marche pas parce que le pouvoir est suffisamment stable et ne se laisse pas justement déstabiliser par des manifestations organisées. Alors, avec de l'opposition intérieure, il y en a toujours. Il y a toujours des raisons d'être mécontent du gouvernement qu'on a. Toujours. Donc, mais il y a aussi des puissances étrangères qui exploitent, qui instrumentalisent cette opposition intérieure. Je poursuis, Lucien Cerise. La seconde explication qui naît de l'utilisation de ce titre, c'est le terme « guerre hybride ». Et pour que ce soit clair, qu'est-ce que recouvrent ces deux termes? De quelle stratégie militaire parle-t-on quand on parle de guerre hybride aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je pense que en fait, la guerre hybride, je passe de nombreuses pages pour expliquer dans le détail ce que c'est. Je pense qu'en fait, on peut résumer ça de la manière suivante: c'est une guerre qui ne respecte plus les limites et les différences des guerres ancestrales, des époques traditionnelles. Les guerres pendant des siècles ont opposé des militaires entre eux. Alors évidemment, les civils étaient mobilisés pour le moral des troupes et puis pour soutenir. Voilà. Mais là, aujourd'hui, je pense que la grande différence entre la guerre hybride et les guerres classiques, c'est que les civils sont militarisés au même niveau que les militaires.
Et nous sommes tous, en fait, pris dans une espèce de guerre totale qui mobilise tous les champs de l'existence, tous les domaines de l'existence. À un moment, je fais une petite blague, en fait, un peu en référence au vocabulaire de Heidegger. C'est l'être en guerre, en quelque sorte. C'est là qui pourrait qualifier pour expliciter ce terme de guerre hybride, qui effectivement n'est pas forcément clair quand on ne s'intéresse pas à ces questions-là. Et c'est vrai que votre ouvrage, il a pour objectif de débroussailler un peu ce terrain en décryptant donc ces facettes de ce que vous appelez la guerre hybride, menée selon vous, car vous avez déterminé le responsable, vous dites, c'est le capitalisme mondialisé sous une forme de révolution permanente. Alors, il faut quand même préciser que le concept de guerre hybride ne vient pas de moi. Ce sont les intellectuels du Pentagone qui l'ont inventé. Hybrid War en anglais, et qui l'ont utilisé en fait essentiellement pour qualifier ce que fait la Russie. C'est-à-dire que la Russie, fait depuis 2014, que fait la Russie en Ukraine? Elle fait essentiellement de l'humanitaire. Depuis le 24 février, effectivement, là, on a affaire à des opérations militaires conventionnelles, ça c'est évident. Mais entre 2014 et le 24 février 2022, c'était essentiellement du ravitaillement humanitaire, mais aussi du renseignement, et évidemment. Donc, évidemment, les russophobes, enfin, je veux dire, les ennemis de la Russie, ont eu beau jeu de dire il y a des agents de renseignement russes en Ukraine. Mais évidemment, c'est le pays d'à côté. Le pays d'à côté qui est devenu totalement instable depuis des années et qui menace, en plus, la sécurité de la Russie. Comment faire dans ces conditions? Enfin, vous allez rester les bras croisés? Non. C'est normal que la Russie envoie des agents de renseignement, mais aussi des forces spéciales. Les forces spéciales, par définition, ne respectent pas les règles des guerres conventionnelles. Ce sont des forces non conventionnelles. Donc en fait, la guerre hybride se caractérise, et c'est pas moi qui, encore une fois, je précise bien, je parle aussi des concepts en fait du Pentagone, la guerre en essaim notamment. Ça consiste en fait à faire un usage important donc des forces non conventionnelles et des forces civiles militarisées, y compris dans le champ du paramilitaire et du terrorisme. Et donc là, je fais tout aussi une reconstitution historique en mobilisant notamment les recherches de Daniele Ganzer sur les réseaux Gladio, c'est-à-dire en fait les réseaux paramilitaires et terroristes de l'OTAN en période de guerre froide, qui permettaient effectivement de ne pas affronter directement le bloc de l'Est, le bloc communiste, dans un champ de militaires conventionnels. Vous insistez sur le rôle de l'OTAN, on le voit bien, dans ce processus que vous appelez de chaos contrôlé. Mais pourtant, je me rappelle un discours d'Emmanuel Macron, c'était un entretien dans The Economist en novembre 2019, et il déclare, je le cite, l'OTAN est en état de mort cérébrale. Vous savez que cette phrase lui a été souvent reprochée. Et la question à l'époque, on est en 2019, c'était plutôt à quoi sert encore l'OTAN? Et là, vous lui donnez une importance que, semble-t-il, en 2019, Emmanuel Macron ne lui donnait plus du tout. En fait, je pense qu'il a raison. Je pense que Macron avait raison, et je pense que là, on voit bien que l'OTAN est en état de mort cérébrale. L'OTAN est totalement paralysée en Ukraine aujourd'hui. L'Ukraine a été annexée par l'OTAN, il faut dire les choses clairement, en 2014. Je rapporte les sources là, dans mon livre. C'est-à-dire que dès 2014, les armées occidentales, les états-majors, etc., et donc en fait toutes les structures atlantistes ont envoyé des officiers pour encadrer l'armée conventionnelle d'Ukraine, mais aussi les forces non conventionnelles, tous les bataillons néo-nazis qui ont été ensuite plus ou moins absorbés, en fait, intégrés au ministère de l'Intérieur, notamment à la Garde nationale, ou qui sont restés plus ou moins privés avec des interactions avec comment dire, des oligarques qui se sont en fait payés des armées privées, pour ainsi dire. Notamment, on pense à Igor Kolomoïski, qui a été le sponsor de plusieurs bataillons de ce type, le plus connu étant Pravi Sector, mais c'est pas le seul. Et donc tout cela en fait converge finalement dans un phénomène effectivement de chaos contrôlé qui en réalité à terme devait viser directement la Russie sur ses frontières. Et c'est ce que disait André Biletsky en 2019 aussi, c'est-à-dire, là je rapporte les sources, tout est sourcé de A à Z, quand André Biletsky, donc cofondateur du régiment Azov, disait « Nous allons appliquer un de ces jours un scénario croate », c'est-à-dire dans le Donbass, c'est-à-dire une épuration ethnique, mais précédée
de troubles civils à l'intérieur de la Russie, pour que justement le Kremlin, le gouvernement, soit occupé à gérer ces troubles à l'intérieur et qu'il ne puisse pas venir au secours des habitants du Donbass, avec lesquels en fait on procéderait en fait à un génocide, en fait à une épuration ethnique. Ensuite, il est bien évident qu'une fois que cette épuration ethnique aurait été réalisée, eh bien, il n'y aurait plus de guerre civile en Ukraine, puisqu'il n'y aurait plus ces troubles-là dans le Donbass. Et à partir de là, donc le grand projet de l'opération Barbarossa numéro 2 pourrait être réalisé, c'est-à-dire l'Ukraine pourrait rentrer dans l'OTAN, puisqu'elle n'aurait plus, d'après les statuts de l'OTAN, en réalité c'était déjà plus ou moins réalisé en fait, puisque je rapporte aussi les sources, le régiment Azov travaillait avec les standards de l'OTAN. Je reproduis la photo là d'une affiche de recrutement que j'avais photographiée à Kiev, quand j'y suis allé. Donc en fait, l'intégration était en cours. Mais il manquait quelques détails, essentiellement bureaucratiques, technocratiques, pour que ce soit définitif. Et ensuite, c'est Yvan Blot qui parlait de. J'ai eu la joie, et l'avantage de discuter avec lui 2 fois en fait avant qu'il ne disparaisse, et qui m'avait dit oui, effectivement, j'ai eu accès à des documents, à des sources qui attestent que l'OTAN prépare une opération Barbarossa numéro 2. Voilà, ça vient d'Yvan Blot, c'est pas moi. Je pensais sur l'OTAN, et je reste sur l'OTAN, vous insistez aussi sur un fait peut-être moins connu, c'est qu'au-delà du calibre des munitions et des stratégies militaires, l'OTAN a aussi des applications politiques. Par exemple, elle soutient ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme, ou même l'idéologie LGBTQIA+, par exemple. Donc elle a un rôle qui est largement beaucoup plus large que celui qu'on lui donne, qui est de rassemblement militaire. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'OTAN, effectivement, a une dimension politique. C'est pas uniquement une alliance technique et défensive. C'est une alliance offensive et qui a des visées politiques et qui cherche à transformer les mœurs. Par exemple, la CIA faisait organiser une Gay Pride, c'est d'actualité, là c'était samedi, à Paris, organiser une Gay Pride dans ses locaux en 2000. Par exemple. En 2002, c'est Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, qui avait fait des communiqués sur le site de l'OTAN ou sur son compte Twitter pour dire voilà, l'OTAN soutient officiellement le mariage homosexuel depuis 2002. Alors, 10 ans plus tard, ça arrive en France. C'était en 2012-2013. Ça avait déclenché la manif pour tous, etc. Donc on voit bien que, en fait, toutes ces transformations, c'est de l'ingénierie sociale, en fait. Ça n'arrive pas tout seul. L'origine est centralisée, elle est intentionnelle, et c'est de la conduite du changement en termes de management. C'est-à-dire, en fait, on organise la transformation des sociétés de manière intentionnelle sur la base d'un plan préétabli, donc c'est une transformation planifiée, et là en l'occurrence des sociétés donc occidentales pour l'essentiel, et puis donc de toutes celles qui ont été annexées par le régime de Bruxelles, puisque l'OTAN ne travaille pas seul, il travaille évidemment en étroit partenariat avec la Commission européenne, et les deux organisations ayant leur siège à Bruxelles. Donc effectivement, nous avons affaire en fait à un projet utopiste, on pourrait dire ça comme ça, qu'on appelle le wokisme, qu'on appelle le mondialisme. Il y a divers noms qui sont apparus au fil des années et qui ne vient pas tout seul, et qui est effectivement piloté de manière centralisée et intentionnelle. Depuis, entre autres, l'OTAN. Vous parlez de révolution colorée, vous avez utilisé le terme il y a quelques instants. Martin Pelletier, ici, avait dénoncé, à travers un ouvrage, la révolution arc-en-ciel, avec l'idéologie du genre, l'écologisme et l'antiracisme. Vous parlez-vous donc de révolution colorée. Est-ce qu'on peut définir cette révolution colorée de la même façon que Martin Pelletier? Ça recouvre les mêmes termes dans votre esprit? Oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire que Stoltenberg, là, dans son communiqué de 2017, où il dit qu'ils soutiennent le mariage homosexuel depuis 2002, il déploie toute la phraséologie, tous les éléments de langage de la société ouverte. Enfin, il dit même, nous soutenons la société ouverte. L'OTAN, en fait, est le bras armé, en fait, de Soros, pour ainsi dire. C'est le bras armé de la société ouverte, avec toute cette phraséologie de la diversité inclusive. Voilà. Donc, Rose Gottmöller, qui est à l'époque, donc je sais plus, là j'ai un trou de mémoire sur l'année, mais en fait elle dit bien, la diversité inclusive ne se limite pas à la question du LGBT. C'est-à-dire qu'il faut en finir avec toutes les discriminations,
quelle qu'elle soit, donc ethnique, identitaire à tous les niveaux, premièrement. Il faut en finir avec la discrimination aussi liée au handicap. En fait, il ne doit plus y avoir aucune différence, en réalité. C'est-à-dire qu'au prétexte, finalement, de soutenir les minorités, en quelque sorte, c'est une espèce de dictature de l'égalité, un égalitarisme forcené, totalement délirant, et qui, en fait, ne supporte plus aucune distinction. Et ça, c'est ça le projet, en quelque sorte, mondialiste. Il faut lire cet ouvrage, bien évidemment, et je suis obligé de tracer à l'intérieur pour essayer d'évoquer aussi quelques conclusions. Et tout d'abord, vous affirmez que l'intervention russe en Ukraine, donc on parle bien celle de 2022, a mis fin au grand reset, c'est-à-dire au projet d'intégrer tous les gouvernements dans un objectif similaire, dans un système de gestion unique et contrôlé. Ça, c'est une affirmation audacieuse, non ? Non, ça me paraît être évident. C'est-à-dire que, en quelque sorte, tant qu'il y a de la guerre, tant qu'il y a de l'espoir, en quelque sorte, contre le mondialisme. Enfin, tant qu'il y a des rapports de force, tant qu'il y a des divisions, tant qu'il y a des bras de fer géopolitiques, c'est bien la preuve qu'on n'est pas dans un seul monde intégré et unipolaire. Donc en fait, c'est un peu triste, mais j'ai envie de dire, c'est aussi la sagesse philosophique qui nous l'apprend. Je ne comprends pas, c'est que les concepteurs du Grand Reset sont ceux qui agissent de telle façon que le Grand Reset disparaît. C'est ça qui me posait une difficulté de compréhension. En fait, non, mais les concepteurs du Great Reset, en fait, sont des utopistes qui veulent la paix. Ils veulent le projet de paix. Je pense au titre de Kant, le projet de paix perpétuelle. Ce sont des pacifistes fondamentalement. Ils ne veulent plus, ils ne supportent plus les tensions. Ils veulent un monde, finalement, un monde de bisounours. Et il faut bien comprendre en fait d'où vient le mondialisme. Il vient de la grande tradition, et donc le Great Reset. Il vient de la grande tradition utopiste. Occidentale, qui remonte à Platon, et qui cherche en fait à organiser la société de manière scientifique, pour qu'il n'y ait plus de friction, vous voyez. Et en fait, dès qu'il y a des frictions, on revient dans le réel. La définition de Lacan, c'est le réel, c'est quand on se cogne. Donc c'est bien quand il y a des frictions, quand il y a des limites. Et dès qu'on revient sur les frictions, dès qu'on revient sur les antagonismes, on sort justement du projet mondialiste, qui est toujours unipolaire. Et on revient à la multipolarité, et on revient en fait à la sagesse héraclitéenne, le polémos, le combat est le père de toute chose, repris ensuite par Nietzsche 2000 ans plus tard, par la pensée, la pensée de Friedrich Nietzsche, qui a une pensée du combat. Une pensée du combat comme étant structurant et positif en réalité. Ce que ne veulent plus ceux avec quoi justement les mondialistes veulent en finir. Donc là, depuis le 24 février, la Russie est à fond justement dans une vision en fait du combat. Enfin, par définition, on parle de guerre. Qu'est-ce que c'est que la guerre si ce n'est le combat ? Dites quand même que c'est une guerre qui n'est pas une guerre d'invasion. La Russie n'a pas voulu envahir l'Ukraine. Et si c'est le cas, c'est peut-être tout simplement, comme on nous le rabâche, que l'armée russe n'a plus les moyens de ses ambitions. C'est surtout que les accords de Minsk n'ont pas été respectés. Donc au bout d'un moment... 2014. Voilà, oui. Enfin, les 2014 et 2015, c'est les deux sessions d'accords de Minsk, le format Normandie, etc. Ça n'a pas été respecté. Et puis, comme je disais, de toute façon, il y avait des préparatifs d'une guerre d'attaque, une guerre offensive beaucoup plus vaste depuis l'Ukraine et depuis la Pologne, c'est-à-dire depuis le front de ce que les géopolitologues appellent l'intermarium. C'est-à-dire l'unification d'un front anti-russe de la Baltique à la mer Noire. Et ça, c'est un élément important aussi qu'on trouve dans l'ouvrage, donc Ukraine, la guerre hybride contre l'OTAN, publié chez Culture et Racine. L'observation attentive de l'OTAN, mais au-delà de l'histoire, démontre que, et c'est ce que vous expliquez, et ce que vous essayez de démontrer, que la cible unique et obsessionnelle, c'est de tout temps la Russie. Le même sort à l'empire tsariste, au communisme stalinien, à l'ultralibéralisme de Helsinki ou à la période Poutine. On a quand même du mal à croire que cette soit une constante, alors que ces régimes sont si différents les uns des autres, tout de même. Oui, mais dans tous les cas, ils échappent, on pourrait dire, à l'Occident.
quels que soient en fait les vêtements, les habits, quels que soient les termes avec lesquels on les qualifie. C'est-à-dire que effectivement, moi je détecte effectivement une sorte de continuité de l'État profond russe à travers les changements de régime. Alors il y a une période effectivement pendant laquelle la Russie a été acceptable aux yeux du pouvoir occidental, c'est les 2 mandats de Yeltsin, les années 90. Et c'est l'ultralibéralisme. C'est ça, et puis l'effondrement de la Russie, quoi. Mais dès que la Russie, en quelque sorte, se protège, et c'était le cas de l'Empire tsariste, c'était le cas de l'URSS, et c'est le cas aujourd'hui de la Russie de Poutine avec des traits d'union, comme c'est pas la France de Macron, voilà. Dieu merci. Donc, dans tous les cas, à partir du moment où en fait le Kremlin ou Moscou, ce gigantesque pays centralisé à Moscou, en fait, a des velléités d'indépendance par rapport, en fait, à la City, par rapport à Wall Street, par rapport à Bruxelles, par rapport à Genève, par rapport ce pays devient dangereux, en fait, devient en quelque sorte un concurrent, je sais pas quoi, et il faut l'abattre. Et en fait, il n'est tolérable qu'à partir du moment où il est à genoux et qu'il accepte tout ce qui vient d'Occident, à partir du moment où il est ouvert. La société ouverte, on revient là-dessus. Il faut que la Russie soit ouverte. Quand elle est fermée, que ce soit un rideau de fer ou que ce soit je ne sais quoi, ou une frontière tout simplement conventionnelle, ça va plus. Voilà. Il faut que la Russie accepte sans condition tout ce qui vient de l'Occident et qu'elle ne filtre pas, qu'elle ne sélectionne pas. Donc il y a eu effectivement, par exemple, des cris d'horreur quand Poutine a fait inscrire dans la constitution russe que le mariage en Russie était exclusivement entre gens, entre un homme et une femme, et que ça ne pouvait pas être effectivement sur le modèle du mariage LGBT. Évidemment, on a entendu des cris d'horreur justement dans toute la zone euro-atlantiste, parce que aujourd'hui c'est devenu la norme, la nouvelle norme, comme dit Klaus Schwab. Nous devons entrer dans une nouvelle réalité, dans une nouvelle normalité. Manifestement, alors il y a des interactions évidemment, puis il y a de l'infiltration, évidemment. C'est en Russie, je veux dire, de cette nouvelle normalité. Mais globalement, on peut dire qu'effectivement, l'État profond, le complexe militaro-industriel russe, en quelque sorte, se défend mieux que le français qui est totalement conquis, et que l'Ukrainien qui est conquis, lui aussi, annexé depuis 2014. Vous évoquez la Russie de Poutine, elle n'appartient pas à Poutine, même si l'adhésion populaire à l'égard de Vladimir Poutine est certainement plus forte que celle des Français à l'égard d'Emmanuel Macron. Et quand je pensais à cette France de Macron, en quoi ça concerne tout cela? Ça concerne directement la France. En fait, ça ne nous concerne pas, justement. C'est-à-dire que c'est bien pour ça que... En fait, en réalité, mon livre n'est pas une étude sur la Russie ni sur l'Ukraine. J'ai jamais mis les pieds en Russie. Je suis allé une fois en Ukraine. Voilà, donc je ne vais pas m'ériger en connaisseur de ces 2 pays. Ça vous honore pour tous ceux qui le font, sans être allés non plus. Voilà, donc moi, mon problème, c'est... en fait, j'essaie de répondre à travers ce livre, et puis à travers un autre que j'ai écrit après. Mais en fait, j'essaie de répondre à la question... pourquoi les médias français me demandent de soutenir l'Ukraine et de détester la Russie. Voilà, il y a quand même un truc bizarre là-dedans. Et ça commence justement pendant l'hiver 2013-2014, c'est-à-dire pendant le putsch Euromaïdan, ou la révolution Euromaïdan, si vous voulez. Pendant les événements, en tout cas, voilà, ça c'est neutre, où on nous demandait, effectivement, de soutenir aveuglément les révolutionnaires, bien que certains d'entre eux soient quand même sentent le soufre. Je veux dire, on a vu effectivement tous les groupes de combat, d'inspiration néo-nazie, qui participaient lourdement, lourdement armés, du moins avec des armes de fortune, des boucliers métalliques mais aussi des armes à feu, qui ont participé en fait à ce renversement du régime de l'époque, qui était accusé d'être pro-russe, scandale, voilà, avec le soutien de l'Union européenne, de l'OTAN et de tout le système politico-médiatique français et occidental. Alors que, effectivement, en France, le moindre souverainiste se fait traiter de tous les noms, fachos, etc. Non, en Ukraine, on a le droit. Pourquoi les médias vous demandent ça? Justement, je vais vous répondre parce que c'est juste.
Donc c'est la justice. Oui, mais alors quand on voit BFM TV pleurer sur le sort du régiment Azov pendant des semaines, ça a duré des semaines, là, le temps que justement les membres du régiment Azov là, étaient encerclés donc dans l'usine Azovstal à Mariupol, on a vu donc la complicité des médias occidentaux avec les révolutionnaires de Maïdan en 2014, alors que certains effectivement étaient quand même d'inspiration néo-nazie, mais malgré tout ont reçu un soutien plein et entier et aveugle de tous les médias. Alors de temps en temps il y avait un article qui sortait, je me souviens d'un article dans Slate, un média, mais qui minimisait, voilà, mais qui minimisait justement le rôle de ces groupes de combat d'ultra-droite. Pour dire oui voilà ils sont là effectivement mais c'est pas eux qui dirigent et blablabla. Donc en fait c'est des stratégies de communication. En fait quand on ne peut pas nier les faits, on les minimise, on reformule et voilà. Donc et là on revoit en fait cette complicité qui devient scandaleuse en quelque sorte. On voit une étrange tolérance et ça va au-delà de la tolérance. On voit une vraie complicité de nos médias mondialistes avec des groupes de combat d'ultra-droite. Et c'est ce paradoxe, si vous voulez, cette dissonance cognitive qui m'a poussé, qui m'a obligé en fait à travailler sur ces questions-là. Je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est tout simplement parce que les médias sont militarisés justement pour soutenir les groupes de combat d'ultra-droite, et je suis tombé sur les réseaux Gladio, c'est-à-dire tous ces réseaux d'action clandestine de l'OTAN. Et on poursuivra la lecture de cet ouvrage que vous pouvez vous procurer très facilement en allant sur la boutique de TV Liberté. Pour cela, il suffit de vous rendre sur le site de TV Liberté. Vous le connaissez bien, tvliberté.com. Sur la boutique, il attend votre achat. Merci Lucien Cerise d'être venu évoquer trop rapidement, certainement, un dossier qui, bien évidemment, est important et continuera à nous suivre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Merci à vous. Merci.